Ouais. Salut Sophie Salut Florian. et salut Victor. Salut Florian. Et bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode du Courrier de la Sterne. Et aujourd'hui on fête la 150e. Comment Est-ce qu'on sort les allez-vous? cotillons? Ah bah on J'ai peut. envie de lancer un petit bruit de... On va sortir les peut vuvuzelas, lancer Mais oui. la hola directement dans le Allez, stade en vous folie. êtes là, Sophie peut t'en ramener du coup. Ah, mais... Habitant en d'ici, Afrique non du Sud. Ouais, c'est plus Amérique du Sud, non? Ce serait Ah plus non, Amérique, Brésil, etc. Non? Moment, Ouais, j'étais ouais, parti si. plus sur l'Afrique parce que lorsqu'il y Ah avait eu non. la Coupe du Monde en 2010, c'était justement en Afrique du Sud où on entendait tous ces vuvuzelas. Donc, Oui, mais bah c'est tiens. sud-américain. Ah ouais? Eh Oh, je viens ouais. d'apprendre un truc. Et oui, comme quoi on n'apprend pas que des trucs sur les oiseaux. Vous venez pour les oiseaux et au final, il y a de la connaissance globale, de la culture générale. C'est Ah formidable. bah c'est Attention, ça. ouais. C'est On est le but de multitâche cette ici. c'est le but de cette émission depuis sa création. Comment ça va, Sophie? Bah, et très bien, tu vois, on voyage aujourd'hui, on fait l'Afrique du Sud, on va en Amérique du Sud, où va-t-on aller ensuite? On ira même jusqu'au Le cercle suspense polaire est intense. arctique. Rien que Oh, ça. Ouais. on va avoir Comment froid. ça va, Victor? Ah bah écoute, impeccable, très content de vous retrouver pour cette 150e, pour parler oiseaux, une fois de plus, toujours et encore, Mais oui. avec toujours aussi Eh plaisir, oui. autant de plaisir. Eh ben, grand plaisir aussi de t'avoir. Alors certaines personnes doivent se demander, mais qui est ce fameux Victor? Eh ben, c'est la personne qui a lancé le Courrier de la Sterne avec moi, et puis bah, qui a dû voguer pour d'autres horizons, hein, parce qu'il avait beaucoup de travail, et donc voilà, il m'a accompagné durant les premiers épisodes, et puis Sophie a pris la relève. Mais tous les 50 quelque part, on essaie de se réunir tous les trois pour discuter un peu de nos découvertes ornithologiques. Et c'est toujours un grand plaisir de t'inviter, Victor. Victor, tu vas nous parler de quoi aujourd'hui? Alors le gros sujet que j'ai préparé, c'est au sujet de l'engoulevent de Guyane. Une espèce d'oiseau endémique donc, et dont on ne sait pas grand chose au final, comme on pourra l'apprendre lors de la petite chronique. Eh ben, on a parlé d'engoulevent d'Europe à un moment donné, on a parlé d'engoulevent d'Afrique aussi, Sophie, c'est toi qui avais Mais fait une oui. petite randonnée qui a été surprise par un de ces oiseaux. Bon, on va découvrir un autre Exactement. engoulevent du coup. Et toi, Sophie, du coup, tu vas nous parler de quoi donc? Mais bon, aujourd'hui, je viens vous parler des vachers. Alors non, on n'est pas parti sur du mammifère, c'est bien de l'oiseau, mais en l'occurrence, ce sont des oiseaux qui s'appellent des vachers et qui pratiquent le parasitisme. Alors, on va en apprendre un peu plus sur leur mode de vie et sur les recherches qui sont faites à leur sujet. Et il y a des choses très intéressantes à découvrir sur eux. Et moi, du coup, je vous emmènerai en Arctique pour découvrir comment les oiseaux font pour vivre à l'heure polaire, à l'été polaire, pardon. Parce que oui, le soleil ne se couche pas pendant 6 mois. Et donc, il faut que les oiseaux s'adaptent. Et on verra justement comment ils s'adaptent à cette période. Mais avant tout ça, on va démarrer avec la rétro piou-piou. Qu'est-ce que Victor, toi, tu as comme petite information à nous faire découvrir? Petite information rapide sur les oiseaux du coup. Alors je vais parler un peu de ma région parce que je suis originaire de Vendée, des Pays de la Loire, et il se trouve que la semaine dernière, il y a la nouvelle liste rouge des oiseaux nicheurs de Pays de la Loire qui a été publiée par la LPO. Mhm. Et comme on peut s'en douter, évidemment le constat est un peu dramatique. Il faut savoir que sur toutes les espèces qui ont été réévaluées, la dernière liste ayant été faite en 2016, si je ne m'abuse, 2014 ou 2016, je crois que c'était 2016. Et bien depuis, on a environ 37 espèces qui sont passées vers une catégorie supérieure, contre 14 qui ont vu leur statut évoluer positivement. Donc malheureusement, il y a 2 fois plus d'espèces, à peu près, plus de 2 fois plus, pardon, même, les maths ne mathématisent plus, plus de 2 fois plus d'espèces qui sont passées sur une catégorie supérieure, ce qui est un peu catastrophique. On peut citer notamment la mésange boréale, hein, qui se reproduisait un petit peu en Pays de la Loire, qui restait, Ah, la il restait une mésange petite. boréale, moi j'ai l'impression que c'est fini ou presque pour la France, Ah, mis c'est à très part dans très les compliqué, ouais. contreforts du Massif central et encore. Ouais, surtout Putain. les milieux
les milieux montagnards, tout à fait. Ouais, Elle ouais. affectionne, comme son nom l'indique, effectivement, elle affectionne les zones un peu plus fraîches. Et malheureusement, en Pays de la Loire, elle était en sursis. Et le déclin était effectif, elle est désormais déclarée comme éteinte. Et on peut aussi citer, je vais pas évidemment tous les faire, mais le Verdier d'Europe. Ah bah. Qui, Ah. qui malheureusement, Florian passe d'une catégorie presque menacée, donc NT sur la liste rouge, à EN, en danger d'extinction. Il faut savoir que cette espèce a perdu 80% de ses effectifs entre 2001 et 2021, Ouf. ce qui est une catastrophe absolue. C'est le Dans Dans fringille les Pays de la qui- Loire. Oui, Incroyable. uniquement dans les Pays de la Loire. Waouh, Et je Oh pense mon Dieu. que sur d'autres régions agricoles comme celle-ci qui vont potentiellement prochainement mettre à jour leur liste rouge, on peut s'attendre à des déclins qui sont identiques. Il y avait eu cette étude qui a été relayée par la LPO qui montrait une causalité directe entre les pesticides et la mise de pesticides dans les champs et la perte des oiseaux. Et effectivement, il en souffre tout à fait. Bon, on Et il y avait a- discuté de cette étude, Sophie, hein, si mes souvenirs sont bons, dans Oui. un précédent épisode. Oui, exactement. Ouais, l'effet est catastrophique. Et il y a quelques espèces qui nichent désormais en Pays de la Loire, et ce n'était pas le cas. Donc 4 espèces, la nette rousse qui est en augmentation en France, le balbuzard pêcheur, Ah, l'ibis bonne falcinelle, nouvelle. et le guépier d'Europe qui, à la faveur du réchauffement climatique évidemment, continue son ascension vers le nord. C'est vers l'infini et au-delà pour le guépier d'Europe. Hein. C'est Exactement. vraiment. Bientôt jusqu'en Bonne- Islande, devant vos yeux ébahis. Ah ouais, là, faudra vraiment se poser les gros problèmes, des grosses questions par rapport Là, au changement climatique. il n'y a plus de mais, questions là à se poser à ce niveau-là, ouais. je pense que. Et il me Mais semble que bonne- il y avait déjà je suis désolé d'interrompre, il y avait aussi Non, des vas-y. guépiers qui remontaient l'Ouronne pour aller nicher jusque dans le Grand Est et bientôt qui pourront remonter jusque dans les Hauts-de-France. C'est Nous, quand même je sais une augmentation qu'en incroyable. Bourgogne, Ah que oui. nous en Bourgogne, on en a dans le sud de Lyon pour l'instant, l'extrême sud de Lyon. Donc c'est le département le plus au nord, hein, de la Bourgogne-Franche-Comté. Et ça remonte petit à petit. Donc je pense que d'ici 10 ou 20 ans, voire peut-être moins, je pourrais voir des guépiers d'Europe, peut-être pas dans mon parc, mais en tout cas Pas dans la loin. campagne environnante, quoi. Donc Mm. ouais, c'est assez. Ce serait Mais, pas désagréable. Ouais. Un Ouais, magnifique ça Oui, serait oiseau. s'il n'y avait pas toutes les ça autres serait magnifique, conséquences ouais, avec, oui, pourquoi pas. mais- Ça, Oui, c'est- tout à fait. Mais sinon, bonne nouvelle pour le balbuzard, qui poursuit son ascension en France, même si, bon, voilà, c'est toujours à relativiser. Et puis la nette rousse, hein, j'ai l'impression qu'on en parle de plus en plus, hein, Ouais. de cet oiseau, Ah ben, comme qui est un petit anatidé. Donc, comme le guépier, elle est plutôt d'affinité méridionale et Mm. pareil, elle pousse de plus en plus les limites de son aire de répartition en France. Et bon, si on peut avoir quelques nouvelles positives sur la reproduction de certaines espèces, ça compensera pas forcément les 37 espèces qui sont en déclin, mais effectivement, les oiseaux s'adaptent au changement climatique. Oui. Sophie, de ton côté. Alors moi bon, c'est pas exactement une nouvelle pour cette semaine, mais c'est quelque chose que moi j'ai découvert et qui m'a fait très plaisir, alors j'aurais envie de le partager. Alors je sais que toi Florian t'es plutôt gamer, est-ce que tu connais Stardew Valley? Oui. Mhm. Alors dans Stardew Valley, vous savez que si vous jouez sur PC, sur Mac ou sur Linux, vous pouvez installer ce qu'on appelle des mods qui vont donc vous permettre de changer le jeu d'une certaine manière. Il y a plein de manières de changer le jeu évidemment, hein. Vous pouvez changer ça de manière cosmétique, ou juste remplacer les textures, ou bien vous pouvez carrément rajouter du gameplay. Et alors c'est ce qu'a fait un modeur qui nous a gentiment offert ce qu'ils appellent l'Ornithologist Guild, Nest and Feeders and More. Donc, en gros, Pardon oui, c'est un Bah, mode je vais rejouer à qui... Stardew Valley, moi. Exactement, c'est un mode qui rajoute dans Stardew Valley, qui est donc une expérience de ferme, en fait, tout simplement. Vous récupérez la ferme de votre Absolument. grand-père, et puis vous êtes censé développer votre ferme, votre activité, il y a plein de trucs à faire. C'est très complet, d'ailleurs, comme jeu, j'aime beaucoup. Et ça devient un complexe industriel à la fin, hein, c'est parce que tu rases tes par forêts, exemple. tu rases. Si t'as envie. Sauf que du coup, Ornithologist Guild te permet d'avoir un changement dans ton gameplay parce que justement le principe c'est d'observer un maximum d'oiseaux. Donc t'as une liste d'oiseaux à cocher, par exemple. Ils ont modélisé tout plein Incroyable. d'espèces d'oiseaux qui sont toutes dans le jeu, donc tout en pixel art.
Et tu vas devoir les observer à l'aide de jumelles. Enfin, tu as du matériel à acheter à la guilde donc des ornithologues en français, qui donc est localisé du côté de la forêt. Et si tu veux maximiser tes chances de voir les oiseaux, bah, va falloir que tu laisses des arbres parce que sinon ça marchera pas. Et surtout leur reproduction ne se passera pas bien. Et donc il y a tout un D'accord. système qui est mis en place, des oiseaux qui sont de passage jusqu'aux oiseaux qui se reproduisent sur ton terrain, pour lesquels il faudra fournir évidemment le gîte et le couvert, parce que tu peux aussi poser des mangeoires qui vont être différentes en fonction des espèces d'oiseaux que tu souhaites attirer. Et tu as aussi toutes les machines qui vont avec la production de graines pour mettre dans ces mangeoires, etc. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'ils ont poussé le souci du détail jusqu'à te faire nettoyer tes mangeoires régulièrement, sinon il y a des algues qui poussent Incroyable. dessus. Et donc ça ne fonctionne Incroyable. plus. Bon, bah ça part pour un épisode de Game of Thrones pour le mois de juin, un truc comme ça. Donc, Il est absolument génial. Et alors, la petite cerise sur le gâteau, parce que c'est pas parce qu'il y en a fini. encore une. D'accord. Et oui, on a évidemment quelqu'un qui s'est amusé à traduire ce mode en français. Donc on a la même chose en français pour ceux qui ne parlent pas anglais, et en plus, comme si ça ne suffisait pas, il a rajouté une quinzaine d'espèces eurasiennes. Donc vous Ah trouverez ouais. notamment de Oh, la il est mésange fou. bleue, vous trouverez diverses espèces de pics, vous trouverez des canards, en veux-tu en voilà. J'ai même vu, alors là c'est pas eurasien, mais j'ai vu un flamand qui se baladait. Alors j'ai pas encore eu le temps de beaucoup jouer, mais il y a plein Moi, je d'espèces crois que, d'oiseaux, donc ils sont je très crois que jolis. lui, pour le coup, il est endémique du jeu. On peut le Je voir dans crois. le jeu de base, il me semble. Donc, Ah, c'est pas mais exactement la même espèce en tout cas. c'est pas le même? Ok, d'accord. Non, Ok. parce que dans le jeu, tu as effectivement un flamand, mais c'est un flamand de jardin en fait que tu peux poser. C'est une statue que tu peux poser dans ton jardin de Alors, base. Mais là, non, c'est un oiseau animé effectivement que tu peux observer. Donc il y a plein de d'accord. trucs et des espèces communes, hein, mais super intéressantes. Je crois que j'ai vu des pies bavardes qui passaient aussi. Enfin bref, des Oh chouettes là là. la nuit et évidemment en fonction des environnements dans lesquels tu te balades, t'as différentes espèces. C'est logique. Voilà. Eh ben, Donc, un génial. très bon truc. Voilà. Je me suis dit que ça Génial, génial. t'intéresserait, et peut-être s'il y en Ah a des bah, gamers dans notre audience, on vous mettra les liens pour télécharger le mode, évidemment. Évidemment, il est gratuit, donc il n'y a rien à payer du tout. Par contre, je vous conseille, si vous voulez télécharger des mods, à chaque fois c'est toujours la même chose de toute façon, d'aller le faire sur des plateformes qui sont sécurisées. En l'occurrence, moi je vais sur Nexus Mod. Ne le faites pas sur un site qui n'a pas vérifié qu'il n'y avait pas des petits trucs qui s'étaient glissés dans l'archive zip avant de la télécharger, parce que sinon vous pouvez récolter des virus et ce genre de trucs. Donc essayez toujours de rester sur des plateformes qui sont vérifiées, comme Nexus Mod, et on vous mettra les liens pour ça de toute façon. Je l'ai testé, il fonctionne très bien, et c'est pour la version 1.6 de Stardew Valley. ah oui, bah, le jeu est toujours mis à jour. Il est sorti en 2018, il est encore mis à jour aujourd'hui. Oui, C'est très assez, régulièrement. c'est assez dingue. Mais génial parce que il y a des gens qui travaillent sur des jeux qui ont pour objectif de te faire découvrir le monde de l'ornithologie en te faisant incarner un ornithologue. Aussi de la manière dont Stardew Valley fonctionne, c'est-à-dire avec la même caméra, avec la même Oui. façon justement de voir l'écran. Il y a un jeu qui s'appelle Ticodroma notamment qui travaille dessus actuellement. Donc bah, j'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de voir Eh ça. bah écoute, faudra tester. j'en Moi j'y ai dirai- joué que quelques heures aujourd'hui parce que j'ai découvert seulement hier, donc je voulais tester avant la petite rétro, mais je pense que je vais continuer. Ben écoute, on va peut-être faire une ferme ensemble du coup. Ça donne envie en tout cas Oh, de ça sera présenter avec comme ça. plaisir. Victor, rejoins-nous si tu as le jeu. Je l'ai N'hésite pas encore, mais j'avoue que la présence du mode, ça donne envie. Ah ouais, Ouais, Je me serais toi, t'es un peut-être grand tenté. c'est un fan de très bon jeu. Wingspan. Hein. Toi, t'es un très grand fan de Wingspan. Ouais, j'ai beaucoup joué à Ah, Wingspan, on ouais. aime beaucoup. C'est un- Je, Wingspan, sur très bon, plateau, en très bon. physique, toutes les Bien extensions, sûr. les extensions sur PC aussi. J'ai bien farmé le jeu, ouais, effectivement. incapable, moi, de Top. jouer correctement à Wingspan. Je trouve le jeu Ah, moi, très j'aime beaucoup. compliqué. Ah ouais? J'ai à la maison aussi. Ah oui, oui, j'ai en physique aussi. Ouais, Ah c'est là. super. Les illustrations en plus Ouais, sont c'est vraiment top. magnifiques, les Ah les oui, petites non, informations à Ah chaque oui. fois. le jeu est formidable. Hein. Mais c'est Mhm. juste moi qui arrive pas à m'y faire après. Voilà, c'est peut-être parce que j'ai fini dernier lors de ma première partie. J'ai fait- Depuis, il est traumatisé. Voilà, et depuis, il n'a pas rejoué Mon au Dieu. jeu. Voilà. Allez, on termine cette rétro avec cette fois-ci un petit tour du côté de la mythologie grecque. Et oui, Oh. c'est ça qui est bien dans le courrier de la Sterne, c'est qu'on part dans tous les sens. Après du jeu vidéo, on revient dans le passé et je vais vous raconter le mythe de Scylla et Minos. Est-ce que ça vous dit Mhm. quelque chose, le mythe de Scylla et Bah, Minos? Minos, c'est le Minotaure, non?
Exactement, Mhm. c'est, pas le Minotaure, c'est le créateur du labyrinthe dans Oui, lequel on trouve yes. effectivement Avec le le, Minotaure à l'intérieur. Minotaure et Mm. bah, Scylla, elle tombe amoureuse de Minos, et c'est l'ennemi de son père, le roi Nisos. Mais Scylla, pour justement avoir les faveurs de Minos, décide de trahir sa patrie et comment elle trahit sa patrie? Eh bien, elle, se joint à, Minos, lors d'une attaque et elle coupe les cheveux de son père, hein, et ces cheveux sont signe du règne du roi Nisos. Elle confie par la suite eh bien, ses cheveux à Minos comme témoignage de sa loyauté, mais patatras, Minos se retourne contre elle pour la punir de sa traîtrise pardon, et comme supplice, il décide de l'attacher à la proue de son navire. Et vous allez me dire, mais quel est le rapport avec les oiseaux? Bah, c'est là que ça devient intéressant, parce que pris de pitié pour elle, les dieux décident de transformer la fille selon les différentes versions, parce que c'est la mythologie grecque qui a 36 versions, Ah soit oui. en alouette, soit en aigrette. Et c'est le mot aigrette qui est intéressant ici, parce que aigrette serait dérivé étymologiquement du mot égreste, qui dérive de l'ancien provençal egreta, avec relation avec les pointes, et on y retrouverait dans l'étymologie de ce terme l'idée de chevelure ou de tresse, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure en disant justement que Scylla avait coupé les cheveux de son père, le roi Nisos. Et il faut savoir que le terme garzette, que l'on retrouve dans aigrette garzette, serait dérivé du terme garcette, qui autrefois désignait une coiffure féminine. C'est incroyable, hein? On reboucle au final, on pense partir dans tous C'est les pas mal. sens et on retombe sur ses pattes, toujours à parler Exactement. d'oiseaux Une finalement. boucle. Ils inspiraient même les Grecs, même pour leur mythologie, c'est quand même assez formidable. Donc voilà, après, comme je vous l'ai dit, il y a diverses versions du mythe. Un mythe où, au contraire, Scylla décide de se noyer. Un mythe où elle reste sur la plage au lieu d'être emmenée. Et c'est elle qui traverse à la nage avant justement d'être recueillie par Minos, qui décide par la suite de lui faire subir un sorte de supplice de la planche et donc de la noyer. Mm. Enfin voilà, il y a plein de petites variations de ce mythe. Mais dans les variations qu'on trouve, on a cette transformation en oiseau. Voilà Eh ben. pour la rétro Piu Piu qui est, ma foi, fort diversifiée. On va partir. Bah, je vous propose que je commence par Mais je partir t'en en prie. Arctique et peut-être qu'on N'hésite terminera pas. par Victor à ce moment-là. On va partir en Arctique. Mettez bien vos doudounes pour cette toute première partie. C'est là que je pense à un truc, le fait d'avoir 3 invités, eh bien ça change quelque peu le montage que je vais devoir faire. Parce que d'habitude, on a une musique, puisqu'on a 2 parties. Là, on Oui. en a 3. Donc Ah. je vais devoir trouver quelque chose d'autre. Bref. Ah, Et sache, Victor, que c'est toujours la même hein, depuis le début de l'émission. Euh, On change pas une équipe qui gagne après tout. on reste dans le jeu vidéo en plus. Allez, on part donc en Arctique et on va parler du cycle de sommeil chez les oiseaux. Cycle de sommeil chez les oiseaux. Alors, bien sûr, on sait comment fonctionne le cycle de sommeil chez les oiseaux, même le cycle, comment dire, le cycle d'activité chez les oiseaux, avec une longue phase d'activité et puis une phase de repos. Il y a quelques exceptions. On a parlé par exemple du manchot à jugulaire, Sophie, qui lui a l'occasion de faire des petits sommeils de 3-4 secondes. Mais grosso modo, on se retrouve généralement avec une phase de réveil et une phase de sommeil qui alternent. Mais qu'en est-il du cercle arctique? Parce que vous n'êtes pas censé savoir que là-bas, le soleil ne se couche pas en été et se lève tout l'hiver. Eh bien, c'est ce qui a été analysé par une équipe de l'université Max Planck en 2013, où des chercheurs ont analysé 4 espèces d'oiseaux migratrices pour savoir comment elles pouvaient s'adapter à l'été boréal. Donc ces oiseaux, ce sont le bruant lapon, donc un tout petit passereau, mais aussi des phalaropes à bec large, des bécassos à poitrine cendrée et des bécassos semi-palmés, donc 3 échassiers que l'on retrouve ici, assez répandus d'ailleurs.
Et la question que se posaient les scientifiques va même au-delà d'apporter une réponse aux oiseaux, parce que lorsque les scientifiques ont eu l'occasion de séjourner plusieurs mois durant en Arctique, ils ont remarqué effectivement qu'ils adoptaient eux aussi une réponse biologique à cette journée sans fin. C'est Bart Kempenaers qui mène l'étude, qui nous le raconte. Nous avons remarqué que notre rythme biologique devenait étrange au bout d'un certain temps. À la fin de la saison de terrain, les chercheurs dînaient à minuit ou plus tard et ils n'avaient aucun mal à rester éveillés toute la nuit pour observer les oiseaux. Les scientifiques ne semblaient tout simplement pas fatigués. Donc rien que là, on a, on va dire, un début de réponse qui nous est apporté. Maintenant, l'objectif c'était de savoir si les oiseaux adoptaient une réponse différente ou non. Donc Kempenaers et son équipe ont câblé d'un émetteur radio 142 oiseaux, des 4 espèces que j'ai décrites précédemment, dans un environnement d'ailleurs où les oiseaux sont assez nombreux, près de Barrow, on est en Alaska. Alors c'est des oiseaux qui furent très faciles à capturer parce qu'en fait les ornithologues ont juste à se déplacer très lentement dans la toundra, à lancer des filets et à capturer les oiseaux, parce que les oiseaux sont finalement assez peu soumis à la prédation et quelque part n'ont pas trop de réflexes de s'envoler au moindre problème. Et donc ils ont étudié les tracés GPS de ces oiseaux et ils ont trouvé quelque chose de fascinant. Car au lieu d'avoir une réponse pour l'ensemble des 4 espèces sélectionnées, les chercheurs ils en ont eu plusieurs. Alors on va parler du bruant lapon tout d'abord parce que c'est le plus, on va dire, classique. Lui il suivait un rythme horaire régulier avec quelques heures de repos comprises entre minuit et 4 heures du matin. Donc finalement, pas spécialement de gros changements par rapport à nos oiseaux de nos latitudes, puisqu'on retrouve cette phase d'activité et l'alternance avec une phase de repos. En revanche, les 3 échassiers qui ont été analysés ont adopté une réponse différente. Et encore plus quand la période de nidification a débuté. Parce que oui, on était aussi au début de la période de nidification pour ces 3 espèces. Donc avant la ponte, les phalaropes et les bécassos n'avaient pas spécialement de rythme régulier. C'était des rythmes, on va dire, assez ambigus, mais au moment où les œufs ont été pondus, il y a une sorte de routine qui s'est installée. Pour le bécasso à poitrine cendrée et le phalarope à bec droit, on a une particularité supplémentaire qui nous permet, en plus de découvrir quelque chose de différent, c'est que ce n'est pas le même parent qui couve. Je ne sais plus si c'est toi qui en avais parlé, Sophie, dans un épisode, mais chez le phalarope, c'est bien le mâle qui couve et la femelle qui part quelque part rechercher la nourriture. Et chez le bécasso, c'est l'inverse, c'est la femelle qui couve et c'est le mâle qui vadrouille. Eh bien, les parents qui couvaient les œufs se reposaient lors de la nuit, tandis que les parents du sexe opposé se promenaient possiblement à la recherche de nouveaux partenaires. Donc, en plus, on a cette notion de recherche de nouveaux partenaires et donc de transmission des gènes. Et chez les bécassos semi-palmés, là où les 2 parents couvent les œufs, on a découvert quelque chose d'encore plus extraordinaire. C'est que les mâles et les femelles ont effectivement un cycle d'activité régulier, mais les heures sont programmées dans un temps différent. C'est-à-dire que le mâle prenait son repos plus tard, tandis que la femelle était active plus tôt. Et c'est une espèce de sorte de montée de garde. Alors comment c'est déterminé ? On ne sait pas trop. Les chercheurs ont émis l'hypothèse qu'il pourrait peut-être s'agir d'une négociation sociale pour déterminer qui serait actif quand, et notamment pour permettre aux oiseaux de se nourrir sans que l'eau gèle. Parce que ça reste des échassiers et ils ont besoin de se nourrir dans les retenues d'eau. Et comme vous le savez, bien sûr, en Arctique, on a des températures très faibles. Les températures les plus élevées sont évidemment au milieu de la journée. Et donc, quelque part, on a une espèce de distorsion des périodes temporelles pour que les 2 oiseaux puissent subvenir à leurs besoins. Et c'est ça qui est assez extraordinaire et qui a été complété par une autre étude dont je relate très très vite le fait, qui est sorti en 2025 sur le bruant des neiges,
où ils ont trouvé effectivement que l'oiseau avait des rythmes d'activité de 24 heures avec des phases actives et inactives distinctes, donc ce qu'on a concrètement observé chez le bruant lapon, mais ils ont observé que la périodicité, elle s'atténuait lorsque on était, on va dire, dans les transitions entre la phase active et la phase inactive. Et donc que, par exemple, les vols les plus longs s'opéraient justement lors de ces phases, parce qu'ils avaient observé que les vols les plus longs chez les oiseaux étaient observés lors des phases d'inactivité. Donc c'est là généralement où les migrateurs parcourent le plus de distance. Ça c'est un truc que j'ai appris. J'avoue que j'ai pas plus creusé là-dessus. Peut-être que toi, Sophie ou Victor, vous aurez des choses à nous dire là-dessus. Et donc voilà un petit peu comment se débrouillent les oiseaux. Chaque espèce, et peut-être même chaque groupe d'espèces, apporte une réponse différente en fonction de ses besoins et en fonction justement de la période dans laquelle on est, que ce soit en reproduction ou en non-reproduction. Très intéressant. Et du coup, il y a une corrélation entre qui couve les œufs et comment le cycle biologique est géré derrière par l'oiseau, si j'ai bien compris. Ouais, en fonction de l'espèce. Mais on sait pas quand. Alors, pour le bruant, ils en parlent pas dans l'article. Enfin, j'ai pas trouvé l'information. Il y aura l'étude en description, hein, vous avez l'habitude. Mais pour le bruant, ils parlent pas trop de la nidification. Par contre, effectivement, pour tout ce qui est bécasseau, enfin surtout bécasseau semi-palmé, on a effectivement une programmation des heures qui est différente, sans que l'on sache pour l'instant expliquer le pourquoi du comment. Voilà. Après, c'est peut-être expliqué dans d'autres études. Comme je l'ai dit, elle date de 2013. Il y a peut-être d'autres études qui sont sorties après qui expliquent le pourquoi du comment. Mais j'avoue que je n'ai pas plus creusé que ça. Écoute, c'est super intéressant en tout cas, parce que ces adaptations au milieu extrême, au final, c'est un milieu extrême. Totalement. C'est des choses qui sont très étranges finalement. On se dit, c'est pas possible qu'un animal arrive à s'adapter à ce point-là, à quelque chose qui est si différent de ce qu'on trouve habituellement à d'autres latitudes, mais au final, il y a toujours un moyen. C'est assez incroyable. Et ça a eu un petit effet quand même à sa sortie, parce que pendant très longtemps, on a pensé que les cycles des animaux étaient des cycles fixes. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, avec justement phase d'activité, phase de repos. Et en réalité, avec cette étude, on s'est rendu compte pour la première fois que c'était pas le cas, ou une des premières fois que c'était pas le cas. Et mine de rien, c'est quand même un article qui a été jusque dans Nature, donc comme le dirait Sophie, pas n'importe quelle revue. Pas n'importe quoi. Bon, cela dit, il y a des trucs qui ont été publiés dans Nature qui n'étaient pas top non plus. Hein, il est vrai. Mais généralement, c'est un gage de qualité. Donc, et puis, on a parlé du manchot à jugulaire. On avait fait un épisode sur le manchot à jugulaire que vous pourrez retrouver si vous parcourez un peu le fil de nos émissions. Où justement, là, on avait un truc encore plus extrême, puisqu'on avait un oiseau qui se reposait toutes les 4 secondes avant de repartir en activité. C'était absolument n'importe quoi. Voilà, mini-sieste, exactement. Ah, c'est super intéressant. Et voilà un petit peu pour ce qui conclut ce passage en Arctique. Sophie, on va descendre un petit peu plus au niveau de la latitude, puisqu'on part, je suppose, aux États-Unis pour parler du vacher. On aime le coucou, Sophie. On aime on aime le coucou. On aime le mais coucou. on aime encore plus le vacher. Il y a un Est-ce que tu l'as déjà classement rencontré des parasites. Alors, je ne l'ai pas rencontré. Alors, sache, Victor, tu parles de classement. Mais on a une tier list. Tu dois. Oui, mais elle attend. Elle attend depuis longtemps, cette tier Elle list. attend toujours. On doit classer les oiseaux en fonction de leur sympathie, que nous leur accordons. Donc, exactement, parce que bon, quand même, il y a un facteur sympathie pour certaines espèces et pour d'autres, on est d'accord que c'est moins le cas. Voilà. Le vacher, facteur sympathie, je suis pas sûr non plus, mais c'est un oiseau facile. Écoute, c'est fascinant et il y a pas mal de gens qui lui ont dédié des années et des années d'études. Bon, quand on dit le vacher, déjà, faut se rendre compte qu'il n'y a pas qu'une seule espèce, hein, c'est toute une famille au final. C'est le genre Molotrus. Celui qui est le plus étudié généralement c'est le vacher à tête brune, mais enfin il y a plusieurs autres espèces dans ce genre-là. Ce sont des oiseaux qui sont... Pardon ?
Ce qui est très drôle, c'est qu'on est très proche de malotru et ça irait très très bien avec l'oiseau. Alors, pas de jugement de valeur dans cette émission, s'il vous plaît. Merci. Non, parce qu'il faut quand même remettre les choses au point, là. Enfin, ça va pas aller, là. Non, ça va pas. Donc, le vacher à tête brune, Molotruissater fait partie de cette famille des Ictéridés, qui contient plus de 200 espèces, il me semble. Et du côté des vachers, on a une petite dizaine d'espèces à peu près, un peu moins, qui donc parcourent le continent nord-américain et sud-américain pour certains aussi. Et ces animaux-là sont connus, comme tu dis, parce que ce sont des malotrus, mais en fait, pas exactement, on va comprendre un peu comment ça fonctionne tout ça. Ce sont des parasites, en tous les cas, ça c'est le cas, des parasites de couvée, c'est-à-dire qu'ils vont, comme le coucou, pondre des œufs dans la couvée d'autres oiseaux, et se barrer après et les laisser se débrouiller avec les petits, parce que c'est quand même vachement plus simple de juste pondre un œuf et de s'en aller. On n'a pas à s'occuper des couches sales, c'est beaucoup plus simple. Donc voilà. Le vacher, ou le vacher à tête brune si vous voulez l'espèce habituelle, ce sont donc des oiseaux comme le coucou qui ne s'occupent pas de leurs petits. Mais est-ce bien vrai ? Est-ce que c'est ça toute l'histoire ou est-ce qu'il y a quelque chose de plus ? Alors, ces oiseaux ont fait l'objet de nombreuses études, hein. Ça a commencé il y a déjà quelques dizaines d'années, et notamment parce que on se disait que les vachers, ça pouvait poser problème, notamment pour des espèces en voie de disparition qui se faisaient ensuite parasiter par le vacher qui, pour pas mal d'espèces en fait, va simplement détruire les œufs qui sont dans le nid et laisser le sien. Donc toutes les espèces ne le font pas, hein. Il y a certaines espèces de vachers qui vont pondre un œuf au milieu des œufs des autres et puis ça va être tout, et le petit va pas forcément détruire les autres petits de la nichée, il va être élevé avec. Mais chez certaines espèces de vachers, le petit, lorsqu'il éclot, il vire les autres petits du nid ou les autres œufs s'ils sont encore à l'état d'œuf, et donc il reste tout seul, et le problème c'est que si vous avez une espèce en voie de disparition qui est parasitée par cet oiseau-là, ça veut dire qu'il n'y aura pas forcément autant de reproduction qu'on aurait pu en avoir lors de cette saison-là à cause de ce parasite, parce que il va tuer le reste en fait. Et ça c'est dommage. Donc c'est pour ça qu'à une période, notamment aux US, ils avaient décidé dans certains États de pratiquer l'extermination systématique de ces oiseaux-là pour encourager la survie d'autres espèces en voie de disparition. Parce que le vacher n'est pas forcément en voie de disparition, du moins pas pour le moment, parce qu'il faut savoir que ses effectifs ont quand même diminué de 30% depuis les années 70, ce qui n'est pas rien. Et comme le reste des oiseaux, qui pourtant se portent plutôt bien, on a quand même une disparition systématique des quantités d'oiseaux, et on en a de moins en moins, hein, comme pour beaucoup d'espèces de par le monde, c'est comme ça. Donc malgré le fait qu'il n'est pas encore en situation préoccupante, il est fort possible qu'il le devienne au bout d'un moment, parce que les chiffres diminuent d'année en année. C'est très bien de le rappeler parce qu'on avait discuté ensemble, Sophie, de chiffres de l'IUCN. Et je crois que c'était 60% des oiseaux placés en préoccupation mineure ont perdu des effectifs. Donc c'est pas parce qu'on est en préoccupation mineure que tout va bien. Exactement. Et donc c'est ce qui se passe avec ces espèces-là, elles diminuent d'année en année. Et pour les scientifiques qui les étudient, c'est un peu un signal d'alarme, parce que ça veut dire que même les espèces qui se portent bien, elles ont des problèmes. Ça veut dire que vous imaginez l'état dans lequel se trouvent les espèces qui, elles, sont en voie de disparition ou en danger critique d'extinction. Hein, ça vous donne une idée. Donc, ces oiseaux-là sont des oiseaux parasites, ils n'aident pas forcément les autres oiseaux, donc on avait décidé de les exterminer à certains moments. Fort heureusement, ce n'est plus le cas aujourd'hui, parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait, ce n'est pas en exterminant ces oiseaux-là qu'on allait forcément aider les populations d'autres oiseaux. Les facteurs les plus préoccupants pour les espèces en voie de disparition, c'était pas les vachers, c'était nous, hein, comme d'habitude. Et donc on avait plein d'autres choses à mettre en place avant d'aller se tourner vers l'extermination systématique d'autres animaux de la chaîne alimentaire. Donc, fort heureusement, ce n'est plus trop le cas aujourd'hui, ils ont arrêté. Mais ça n'empêche pas qu'il y a quand même des préjugés envers ces oiseaux, tout simplement parce que ce sont des parasites, et vous comprenez, ils ne s'occupent pas de leurs petits, c'est terrible. Eh bien, il y a des études qui sont venues, j'ai envie de dire, un petit peu changer notre regard sur le vacher, parce qu'elles apportent des éléments nouveaux à cette histoire qu'on ne soupçonnait pas, jusqu'à encore il y a peu.
Par exemple, savais-tu que les vachers, en fait, ils n'abandonnaient pas forcément leurs œufs? Alors déjà, on avait parlé à un moment du fait qu'il y avait des représailles envers les Oui. oiseaux qui, lorsqu'ils trouvaient les œufs de vacher ou d'un autre oiseau parasite dans leur nid, ils les détruisaient ou ils les sortaient du nid d'une manière ou d'une autre. Et donc, le vacher, lorsqu'il revenait derrière, en fait, et qui découvre que l'œuf qu'il a soigneusement posé dans ce nid-là a été éjecté, eh bien il a des représailles, c'est-à-dire qu'il va détruire le nid dans 50% des cas, voire même un peu plus. Et le Ce qui est fameux pareil, hein. Mafia Bird, hein, il est Voilà. surnommé comme Ce qui va ça aux donc- États-Unis. Exactement. Ce qui va forcer donc l'oiseau qui a détruit l'œuf à refaire un nid dans lequel le vacher, dans plus de 80% des cas, reviendra pondre un œuf d'ailleurs. À savoir. Parce que bon, tant qu'à faire, autant continuer. Après Ah bah. tout, peut-être à deuxième coup, ça passera. Donc ça, on sait en fait que du coup, ils n'abandonnent pas leurs œufs au final, ils reviennent vérifier régulièrement que tout se passe bien. Et c'est aussi le cas lors lorsque les petits grandissent, et ça on ne le savait pas jusqu'à récemment. En fait, les vachers restent dans l'entourage des nids dans lesquels ils ont pondu des œufs, C'est et terrifiant. régulièrement, toutes les plus ou moins 2 semaines, en gros, ils passent, 10 jours, 2 semaines, ils passent, ils regardent, ils chantent un petit peu à proximité, et il semblerait que ce chant soit vachement important pour les petits qui sont dans le nid, parce que il y a un problème lorsque vous êtes un petit vacher, que vous êtes un petit oiseau parasite, et que vous naissez chez des parents qui sont pas vous, c'est pas la même espèce. Comment vous faites dans ces cas-là? Imaginez-vous, posez-vous à la place de ce petit poussin parasite là, qui est en gros adopté par des parents qui ne sont pas de la même espèce, qui a des frères et sœurs peut-être qui ne sont pas de la même espèce. Comment est-ce qu'il fait pour reconnaître les membres de sa propre espèce alors qu'il n'a pas grandi avec? C'est ça le problème. Et en gros, ce que les scientifiques ont découvert, c'est qu'en fait, ils se basaient pas, contrairement à pas mal d'autres espèces d'oiseaux où on a une reconnaissance intraspécifique qui se fait par le biais justement de ce contact avec la même espèce, que ce soit les parents, les frères et sœurs, etc. En fait, chez ce petit-là, c'est pas le cas. Il va pas se baser sur les parents ou sur les frères et sœurs, il va se baser sur son propre plumage pour reconnaître les membres de la même espèce, déjà. Et ensuite, Ok. grâce aux parents qui vont être à proximité régulièrement, tous les 10 ou 15 jours, et qui vont chanter à proximité du nid, dans ces cas-là, il va entendre ces sons-là, et c'est grâce à ça qu'il va pouvoir ensuite les reproduire, et il va y avoir quelque chose en quelque chose, ça va faire une sorte de déclic en fait. C'est comme ça que les scientifiques l'ont cité, c'est une sorte de déclic qui va lui permettre de passer à la phase suivante de reconnaissance de son espèce. Je suis un vacher. Voilà. En fait, c'est moi. Oh. Et il se trouve que si jamais quand tu es un petit vacher et que tu n'entends pas ces sons quand t'es petit, il n'y a pas ce déclic qui se produit et ça ne marche pas. Donc il faut absolument que tu entendes ça. Sinon, tu n'arrives pas à reconnaître les membres de ta propre espèce et tu n'arrives pas à chanter correctement derrière, ce qui est un peu embêtant quand même quand vous êtes un oiseau. Donc ça, c'est des études qui ont été faites. Donc en fait, c'est marrant. C'est des oiseaux parasites, mais malgré tout, ils n'abandonnent pas leurs œufs comme ça. Ils sont pas non plus laissés à eux-mêmes chez des parents adoptifs. Donc ça, c'est quelque chose qui a été découvert assez récemment qu'on ne savait pas. Et puis, Incroyable. ça permet aussi donc aux petits de mieux apprendre à chanter derrière, parce qu'on se rend compte qu'en fait, il y a des déclics pareils qui se font dans le cerveau à ce niveau-là. On ne sait pas exactement comment ça fonctionne pour l'instant. Personne n'est allé disséquer le cerveau pour vraiment voir à quel point ça avait un impact. Mais en gros, sans ce déclic, le chant que le jeune vacher va émettre après ne sera pas suffisant pour être reconnu comme un vacher par les autres. C'est pas bien. Ce sera pas un bon chant. Donc, ce serait dommage pour la reproduction après. Voilà. Et il y a une autre étude qui a été publiée récemment, et c'est pour ça que je me suis intéressée au vacher. C'est une étude sur la reconnaissance par le vacher des nids d'espèces à parasiter. Alors, il y a beaucoup d'études qui ont été faites sur la reconnaissance par les oiseaux qui se font parasiter des œufs qui sont posés dans leur nid qui ne sont pas forcément les leurs. Comment est-ce que eux ils arrivent à les reconnaître? Comment est-ce qu'il y a des mécanismes évolutifs qui permettent de se prémunir peut-être contre trop de parasitisme en éjectant par exemple des œufs qui n'ont pas exactement les mêmes couleurs, enfin bref, ce genre de choses.
Donc ça, il y a des mécanismes évolutifs qui ont été étudiés là-dessus du côté des oiseaux parasités, mais il n'y a pas beaucoup qui ont été étudiés du côté des oiseaux parasites. Parce que les oiseaux parasites, on se dit un peu stupidement, ils voient un nid, ils posent un œuf, quoi, hein, et puis voilà. Non, en fait ça marche pas comme ça, il semblerait. Il semblerait que pour un oiseau parasite, il y a un choix du nid qui se fait pas seulement grâce au fait qu'il trouve des oiseaux qui, selon lui, sont des oiseaux qui sont possiblement parasitables, parce qu'il y a des espèces évidemment qui sont reconnues avec des types de nids qu'il va reconnaître pour les parasiter, et des formes de nid. On avait vu ça dans un épisode précédent, il me semble, sur la forme du nid qui encourageait d'une certaine manière le parasitisme Oui, je sais dans plus, certains nids en couple. Oui, ça me dit un truc, ouais. Voilà. Et Ça me dit d'autres quelque chose. qui, au contraire, ne l'encourageaient pas parce qu'il y avait une forme un peu différente et que l'œuf n'était pas bien stable. Enfin bref, il y avait plein de paramètres à prendre en compte. C'était très intéressant comme étude d'ailleurs. Mhm. Mais il n'y a pas que ça, en fait. Il semblerait que y ait aussi une communication qui se passe entre les différents vachers. Et quand vous avez plusieurs vachers qui sont dans un environnement quelconque, en fait, il y a comme un message qu'il se passe. Alors on ne sait pas exactement quel type de communication, comment ça fonctionne, mais en gros, si un vacher voit un autre vacher à proximité d'un nid, il se dit que ce nid doit être pas mal pour y déposer des œufs. Mhm. Et donc c'est un signal par un con spécifique, donc par un animal de la même espèce que lui, qui va donc lui permettre de savoir si un nid est bon pour être parasité ou pas. Si au contraire il voit un autre type d'oiseau à côté du nid qui n'a absolument rien à voir avec ce qu'il est censé parasiter ou avec un membre de sa propre espèce, mais dans ces cas-là, il n'ira pas dans ce nid-là. Le test a été fait donc avec des vachers, en l'occurrence c'est les fameux vachers à tête brune dont j'ai parlé au début, mais il a été fait sur des nids. Alors les nids étaient exactement identiques, mais à côté du nid, on avait posé soit une reproduction assez réaliste d'un vacher à tête brune aussi, soit une sorte de tourterelle, il me semble, donc un truc qui n'a rien à voir, et que l'oiseau ne parasite pas de toute façon. Et donc, dans la plupart des cas, lorsque l'oiseau voyait un autre vacher à côté du nid, il allait y déposer un œuf, et par contre, lorsqu'il voyait une tourterelle à côté du nid, il n'allait pas déposer d'œuf dans le nid, même si le nid avait exactement la même forme. Donc il y a vraiment une reconnaissance, en fait, de l'animal, même pas d'un partenaire, juste d'un oiseau de la même espèce, et d'autres espèces qui n'ont rien à voir, et en fonction de ça, il y a une décision qui est prise derrière, est-ce que j'ai parasité ce nid ou pas, et donc c'est super intéressant en fait, et ça permet aussi encore une fois, de dire que même si ces petits oiseaux-là n'ont pas été élevés avec d'autres vachers, parce qu'ils sont nés avec d'autres oiseaux, ont été élevés dans un nid avec une espèce différente, malgré tout, ils sont tout à fait capables de reconnaître les membres de leur propre espèce, et pas seulement au chant, et surtout aussi à la coloration, à la forme, etc. Et ça, c'est super intéressant. Sophie, je me permets une question. Le fait qu'il y ait des vachers à proximité des nids, est-ce que ça entraînerait pas finalement une sorte de compétition? Parce que le fait qu'il y ait un vacher qui soit vu par un autre vacher à proximité du nid peut peut-être dire que ce vacher a pondu un œuf. Donc est-ce qu'il n'y aurait pas une sorte de compétition qui s'installerait entre les individus? Alors c'est possible, mais la publication ne va pas jusque-là. Je vous mettrai le lien dans la description, de toute façon elle est en open access, donc n'hésitez pas si ça vous intéresse. C'est une des conclusions, une des hypothèses que proposent après les scientifiques à la fin de leur article, en disant voilà, on aimerait poursuivre sur ce terrain-là, voire un petit peu creuser un peu plus, parce qu'on sait pas trop comment ça fonctionne au final. On sait que ça fonctionne, on sait quel est le résultat, mais on sait pas pourquoi. Donc on aimerait comprendre. Et leur but, c'est effectivement d'en savoir un peu plus. Mais voilà, je trouvais l'étude intéressante du point de vue de la reconnaissance visuelle, en fait, entre les différents vachers. Ce qui n'est pas toujours bien documenté dans la littérature, mine de rien. On peut imaginer le même comportement pour les coucous, notamment au niveau du chant. Oui, on peut tout à fait, et peut-être aussi de la reconnaissance visuelle, on peut tout à fait imaginer ça pour eux. Ok, intéressant. Victor, une question? Ouais, tout à fait. Ils ont testé donc le renforcement de la ponte sur le même nid que celui qui était déjà fréquenté, et ce qu'ils prévoient de tester derrière, savoir s'il y a un renforcement sur la ponte de tous les nids de cette même espèce parasitée, ou alors est-ce que c'est vraiment le nid occupé par le premier vacher qui a été observé qui attire plus les autres vachers pour pondre? Est-ce que le renforcement il est global
sur les nids des espèces parasitées, ou est-ce que c'est vraiment le nid individuel unique qui attire plus via la fréquentation? Alors ça, je sais pas trop, parce que c'était... Comme ils ont utilisé la même forme de nid, en fait, avec soit un vacher, soit une tourterelle, j'imagine que c'est pas la forme du nid qui est importante dans ces cas-là, ça doit être juste le nid lui-même, celui-là, qui est important. Par contre, je pense que ce qu'il faudrait tester plus après, bon, c'est mon avis, c'est simplement rajouter un œuf dans ce nid, un œuf qui ressemble à un œuf de vacher, par exemple, Hmm. et voir si ça change après le comportement du coup du vacher, savoir si la femelle va pondre ou pas dans ce nid, sachant qu'il y a déjà un œuf de vacher. Est-ce que ça a un impact et du coup est-ce qu'on voit une différence entre les nids qui sont vides ou les nids qui au contraire ont déjà un œuf ou alors une ponte complète? Il y a peut-être un truc à chercher à ce niveau-là. Mhm. Clairement. Mm. Clairement, bah, ça rejoint l'idée de compétition qu'on a évoquée il y a Voilà. quelques instants. Ça ouvre tout un Absolument. panel de perspectives de recherche. C'est vrai que c'est hyper intéressant. Ouais, exactement. En tout cas, voilà, une espèce mal aimée qui finalement est vachement plus intéressante que ce qu'on pourrait croire de prime abord. Intéressante, ça j'en doute pas, mais malotru toujours. Je maintiens le malotru. Mon Dieu. Allez, on va terminer cette émission d'ici quelques instants. On va parler d'Engoulevent. On part en Guyane. Victor, c'est toi qui termine cette 150e. Alors que vas-tu nous faire découvrir? Eh bien, je vais vous parler d'une espèce d'oiseau dont on connaît extrêmement peu de choses, l'engoulevent de Guyane. Alors, son histoire va commencer d'abord en 1917, en Guyane française, forcément, d'où le nom, par la découverte par Samuel Clages, je ne sais pas trop comment prononcer son nom, je suis désolé, il ne nous entendra pas de toute façon, vu la date de la découverte, mais c'était un intrépide naturaliste et collectionneur américain, très connu sur le continent pour découvrir énormément de nouvelles espèces et le soin qu'il apportait à la récolte des nouveaux spécimens qu'il récoltait donc sur le terrain, et qui explore le territoire de la Guyane française, plus précisément le lieu appelé Sautamanoir, qui est une zone du fleuve Mana. Okay. Et lorsqu'il arpente ce fleuve, cette zone humide, il arrive à capturer un engoulevent mâle d'une espèce qui était jusqu'alors inconnue. Cet individu a donc été récolté, a été ramené vers la civilisation et a été nommée et formellement décrite 3 ans plus tard par un naturaliste canadien qui s'appelle John Todd, en 1920. Quelques années plus tard, ensuite, en 1937, il y a 2 auteurs, Griscom et Greenway, qui vont publier un papier qui indiquerait que, selon eux, l'individu capturé ne mérite pas le statut d'espèce. On n'a qu'un seul individu, aucun autre engoulevent de Guyane n'a été trouvé ensuite sur le terrain, les recherches étaient infructueuses. Pour eux, il s'agissait d'un mâle qui n'était pas encore mature, chose d'ailleurs qu'ils ne justifient pas du tout dans leur papier. Donc on pourrait se demander s'ils sortent pas cette info un peu de leur chapeau en observant le spécimen. Et pour eux, il s'agirait que d'un engoulevent de Roraima, une autre espèce assez proche, avec un plumage un peu aberrant. Plus tard, l'espèce va être réévaluée comme valide par un ornithologue belge de renom qui s'appelle Johan Ingels, spécialiste des engoulevents et des martinets, et qui indiquera que l'espèce, en tout cas ce qu'on peut observer sur l'individu qui a été capturé, présentait des marquages différents sur les ailes, donc notamment toute une série de taches blanches sur les primaires, et la présence aussi de stries caractéristiques sur la calotte, que n'ont pas les 2 autres espèces d'engoulevents proches de celui-ci, que sont l'engoulevent noirâtre et l'engoulevent de Roraima. À part ces travaux-là, depuis la capture de Samuel Clages, il n'y a plus rien, aucune nouvelle, nada. Il y a eu quelques publications parlant de la taxonomie donc des Caprimulgidae, qui est la famille des engoulevents, et qui entraînera donc des changements de classification de l'espèce, surtout des changements de nom de genre.
Mais pour l'instant, aucune donnée tangible, et jusqu'à l'heure actuelle, aucune donnée tangible n'a été récoltée en Guyane française. Alors il faut savoir qu'à peu près 50 ans plus tard, dans les années 80, il y a eu quelques observations non confirmées qui ont été récoltées en Guyane, avec aussi des enregistrements sonores un peu étranges, visiblement, mais aucun document et surtout aucune photographie n'a été rapportée jusqu'alors. La plus connue des observations potentielles, on va dire, ça a été la capture d'un engoulevent femelle adulte le 12 septembre 1982, près de Saül, toujours en Guyane, à plusieurs centaines de kilomètres, me semble-t-il, du lieu de découverte originel, mais aucune photographie n'a été prise. Tout ce qu'on a, c'est des ragots, des racontages qui passent de personne en personne et qui sont rapportés ensuite plus tard dans la littérature scientifique. Alors au final, qu'est-ce qu'on sait de cette espèce, mis à part visiblement son extrême discrétion? Eh bien, c'est que c'est un petit engoulevent qui fait environ une vingtaine de centimètres. Comme la plupart, l'immense majorité. Petit, du coup. Ah, très très petit, ouais, tout à fait. Et on pense, au contraire contrairement à ce que les deux auteurs en 1937 ont pu dire, qu'en fait, il s'agissait vraiment d'un mâle mature. En tout cas, on a toutes les raisons de le croire. Comme l'immense majorité des espèces de sa famille, c'est évidemment un chef-d'œuvre de mimétisme. Le plumage est un mélange de brun, de gris, de noir, qui lui permet donc de se fondre sur les écorces, dans les feuilles mortes. Dans la jungle, évidemment, c'est quelque chose de très utile pour limiter la prédation. Et il a pour signe distinctif, donc, cette série de taches blanches sur les primaires et sur les rectrices externes, ainsi que les stries qu'il a sur sa calotte. Il faut savoir qu'il ressemble énormément aussi à l'engoulevent menu, et ce qui rend son identification visuelle sur le terrain extrêmement complexe. Qui n'est pas le plus petit engoulevent du monde d'ailleurs, le menu, non? Alors c'est tout à fait possible. Là, je ne saurais pas te répondre du tac au tac, mais si on suit son nom commun, je pense qu'on peut effectivement le penser. Donc cette espèce-là très proche, avec un plumage très proche, rend toute observation à prendre avec des pincettes, évidemment, sans capture d'individu ou analyse ADN, bien sûr. Vu l'endroit où il a été capturé, on suppose qu'il fréquente évidemment les forêts tropicales humides de plaine, les zones de lisière ou les clairières sablonneuses, qui sont appelées pripri en Guyane. Mais tout ça, c'est qu'une déduction qui est basée sur le lieu de capture de 1917. Comme tous les engoulevents, il est nocturne, insectivore, et il va chasser les insectes au vol dès le crépuscule, en ouvrant grand sa bouche et en capturant les divers insectes volants, tel un filet finalement. On n'a pas vraiment d'idée de quelle vocalisation il pouvait faire, aucune idée du type de chant, aucune idée du cri, ou de tout autre son qu'il pourrait produire. Il faut savoir que c'est une donnée qui serait extrêmement importante parce que la découverte du chant de l'engoulevent de Guyane permettrait de pouvoir lancer des suivis avec la pose d'enregistreurs passifs. Et c'est notamment quelque chose qui manque pour pouvoir ne serait-ce qu'estimer sa population. Mais on n'a pas sa voix. On a des enregistrements? Non, on n'en a absolument aucun. Et donc ce serait une donnée extrêmement importante, c'est ça, pour pouvoir lancer des suivis. Mais chose qu'on ne peut pas faire actuellement, c'est des barrières à l'estimation, ne serait-ce que de savoir si l'espèce est toujours de ce monde, finalement. Pour ce qui est du classement IUCN, en tout cas, selon la méthodologie IUCN, on ne peut pas classer l'espèce comme éteinte. Elle est classée comme DD, c'est-à-dire données insuffisantes, data deficient. Effectivement, donc, comme je le disais, on ne peut pas dire qu'il est éteint, gravement menacé ou extrêmement discret, puisque les milieux qui sont présents à l'endroit de sa capture, en fait, ne sont pas menacés par l'impact direct de l'homme ou l'impact actuel du changement climatique. Même si, évidemment, comme beaucoup de milieux sur Terre, l'impact du changement climatique, on pourra réévaluer les effets qu'il pourra avoir dans les différents biotopes qui sont occupés. Mais effectivement, il n'y a pas vraiment de raison de penser que l'espèce est disparue actuellement. En tout Donc cas, c'est un fantôme. Tout à fait. C'est un fantôme qui a fait une apparition certaine en 1917 et depuis, plus rien.
absolument plus rien. Incroyable. Et donc évidemment, vu que la seule donnée qu'on a obtenue est en Guyane française, l'espèce est considérée endémique du territoire. Et ce qui fait que c'est un des oiseaux qui est une priorité de recherche pour les associations locales. On peut parler notamment du GEPOG, le groupe Hmm. d'études et de protection des oiseaux de Guyane. En tout cas, cette espèce, c'est la preuve évidente qu'il y a encore des lacunes de connaissances, même sur des groupes aussi connus que les vertébrés, et notamment les oiseaux, dans les forêts tropicales humides. Et on peut évidemment imaginer que d'autres espèces d'un groupe aussi discret que les engoulevents pourront être découvertes dans les décennies à venir. Bah, c'est ce qu'on On a souhaite. Hein. regardé, on a regardé au niveau génétique ce que ça donnait. Il me semble qu'il y a eu des tentatives pour essayer d'utiliser du matériel génétique, mais que ça n'a pas abouti. En tout cas, le site Birds of the World en parle très très courtement dans sa présentation de l'espèce. Mais si c'est pas aller plus loin, j'imagine que le matériel n'est pas utilisable en l'état. Je serais curieux quand même, parce que ça aurait été Ouais. intéressant de voir si c'était pas une... Parce qu'on sait que ça existe chez beaucoup d'espèces d'oiseaux, si c'était pas juste un hybride en fait. Tout à fait, c'est ce que j'ai pensé aussi. Alors, dans l'étude de 1937, ils parlaient... Alors, ils avaient leur propre vision de la classification des engoulevents, mais globalement, l'engoulevent du Roraima était considéré comme une sous-espèce de l'engoulevent noirâtre, si je me souviens bien. Et donc, pour Griscom et Grimway, il s'agissait d'un individu intermédiaire entre le Roraima et le noirâtre. Mais en fait, c'est basé sur des suppositions avec le seul individu qu'on a de disponible. Donc ça reste évidemment des choses discutables. Et avec les analyses morphologiques qu'a fait Johan Ingalls derrière dans son papier de 2001, lui tendait à dire, même avec son expérience, que voilà, il y avait quand même des différences de taille, de membres, taille des ailes, coloration des plumes qui donnaient un faisceau d'indices suffisant pour penser que c'était quand même une bonne espèce et pas un potentiel hybride. Mais tout ça est bien sûr tenu à changer si jamais il y a des découvertes ultérieures. T'as eu Super. l'occasion d'aller le chercher? Enfin, D'aller le chercher directement sur place, j'adorerais. Mais malheureusement... Directement en Guyane, notre envoyé spécial sur place, Non, pour le coin mais de la Sterne. il me semblait que tu devais aller en Guyane, non? Ou alors je confonds avec quelqu'un. Dans ce cas, ma méprise est terrible. Mais Non, c'était un projet que j'avais, si j'avais pu décrocher un stage lorsque j'étais encore en études, mais malheureusement ça n'a pas pu se faire, c'est assez Ah, compliqué mince. de dégoter des stages sur place. Mais l'idée de partir sur le territoire, en particulier quand il y a des oiseaux aussi incroyables que l'engoulevent de Guyane, dont on a une seule donnée dans l'histoire de l'humanité, c'est quand même relativement stimulant, ça donne envie d'y aller quand même. Ah bah, Allez, c'est. oui. Faut lancer un financement participatif. Allez. À la recherche de l'engoulevent de Allez. Guyane, Alors, documentaire mais proposé il y a par un le courrier de document- la Sterne. Il y a un documentaire qui a été fait comme ça sur une araignée, je crois. Une espèce d'araignée en Égypte qui, je crois, est allée au bout d'ailleurs. Donc documentaire, on aura bientôt. Je sais pas quel est je connais pas l'espèce d'araignée, mais il me semble qu'il y a des scientifiques qui ont réussi à monter quelque chose comme ça. Donc rien n'est impossible. Et l'expédition a été C'est- fructueuse? L'expédition n'est pas encore lancée parce que le Kickstarter a terminé il y a Ah. quoi? Il y a quelques semaines, quelques mois, quelque chose comme ça. Donc pas encore. C'est pour l'instant l'expédition Trop bien. s'est faite sur une carte, ce qui est déjà bien. Ce qui est la première étape généralement des expéditions. La Donc pour première l'instant, étape. Oui, tout roule. exactement. Incroyable. Bah, c'est top. Mais alors, t'en as vu en vrai des engoulevents ou déjà, ou alors c'est... parce que c'est quand même pas facile à voir ces trucs-là, donc j'imagine que si celui-là il a envie de se cacher, on le verra pas de toute façon. Oui, tout à fait. Des engoulevents, moi j'ai déjà pu en observer sur le terrain, comme je suis chargé d'études dans un bureau d'études, chargé d'études naturalistes. Quand je faisais des inventaires chiroptères, effectivement, en Gironde ou dans le département des Landes, me semble-t-il. En pleine période où les engoulevents étaient là, ça chantait dans tous les coins, et effectivement, de nuit, on voyait un groupe de 4 ou 5 individus qui chassaient. On déplaçait la lampe torche et on voyait leurs yeux refléter comme des loupiotes la lumière. Donc c'est des animaux qui sont vraiment magnifiques à observer, surtout en période de chasse. Et c'est la seule et unique fois où j'ai pu en voir, malheureusement. J'en ai pas vu. On a fait une sortie en Goulevent à la Cépole, donc dans le Limousin.
Et je crois qu'on en avait vu 0. C'est dommage. C'est facile, surtout si vous le faites en journée pour les voir. Non, on l'avait fait en fin de journée, mais on avait rien vu, peut-être parce que les conditions météo étaient pas bonnes aussi. Enfin, je sais plus. Je sais plus qu'est-ce qui s'est passé, mais ouais, non, c'était. Non, moi j'en ai entendu, mais j'en ai pour l'instant jamais vu des engoulevents. Donc, qui sait, peut-être cette année, je ne sais pas. On peut te le On souhaiter verra. en tout cas. Voilà, peut-être que je verrai l'engoulevent de Guyane, on ne sait pas. Hein, Ce serait magnifique. Un bon début. Mais en tout cas, si jamais il y a des auditeurs qui sont situés en Guyane française ou qui projettent un départ, vous avez un objectif de recherche. Faut pas hésiter à documenter toutes les observations qui sont un peu suspectes, les sons, les chants un peu étranges, les photos d'engoulevents trouvés dans la forêt, même un peu floues, et de publier les documents sur les réseaux de sciences participatives. En tout cas, peut-être que vous avez de belles découvertes à venir. Oui, alors un peu flou, on va éviter parce que sinon ça va finir comme le pic à bec ivoire, on va avoir des trucs en 3 pixels et ça va être n'importe quoi, mais Voilà, c'est un peu flou, mais ici on voit bien, c'est l'engoulevent. Non, c'est Effectivement, un on canard. l'a- Non. nous avons une caméra 4K, mais il était un peu loin, c'est pour ça qu'il fait 2 pixels. Les 17 papiers seront publiés pour discuter de la réapparition ou pas de l'engoulevent de Guyane. Mhm. Je vous assure, il est encore vivant, je l'ai vu. Ah, ça retombe. J'ai ça- même une preuve. Est-ce qu'il s'appelait pas Nessie par hasard ton truc? On sait jamais. Ah. Ah. Bon Victor, tu reviens quand tu veux dans cette émission. Pour la 250e évidemment tu es invité. Mais Ce si sera avec jamais tu plaisir. veux venir avant, n'hésite pas à venir avant pour pourquoi pas parler aussi de tes travaux sur le terrain, puisqu'il y a des choses sans doute à dire là-dessus. En tout cas, c'était un très grand plaisir de t'avoir, Victor, dans ce nouvel épisode du Courrier de la Sterne pour la 550e. Très très content de te retrouver pour parler d'oiseaux, c'est toujours un plaisir. Bah oui. Très content évidemment de participer à l'émission comme à chacun de mes passages. Sophie, merci beaucoup d'avoir été présente également. Toi qui Merci à continues toi. à porter le flambeau du Courrier de la Sterne avec son Il en faut. créateur originel d'une certaine manière. Et nous, on se retrouvera, Sophie, la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Courrier de la Sterne. On espère que cet épisode un petit peu spécial vous a plu. N'hésitez évidemment pas, si vous avez des questions, à les laisser sur YouTube. Et si vous avez apprécié cette émission, n'hésitez pas à la partager autour de vous sur YouTube, sur les plateformes de streaming. Ça fait connaître l'émission et c'est le meilleur moyen de vous proposer des émissions d'encore plus grande qualité. Merci à vous tous et à vous toutes de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Courrier de la Sterne. Salut à tous, salut à toutes. À plus. Salut tout le monde.